observation que quelquefois le refus du soin, c'était le refus du soignant, ou des conditions du soin. Ce n'était pas le soin lui-même d'une certaine manière. C'était qu'il y avait une imposture parce qu'il n'y avait pas, par exemple, une place pour une certaine forme de réciprocité. Donc c'est ce qui nous a interrogés parfois. Ce n'est pas le soin lui-même, en quelque sorte, c'est les conditions d'un soin qui est devenu à un moment donné trop arbitraire et qui est ressenti comme une violence, comme un abus. La dernière manière pour la personne de dire qu'elle a un minimum d'autorité sur elle-même, c'est de refuser. Elle ne peut plus accepter. Donc ce n'est pas un signe de refus, c'est un signe de préservation du peu qui reste à la personne, et c'est l'affirmation qu'elle est en opposition, bien sûr, puisqu'on ne crée pas de couverture. Alors ensuite, quand la négociation intervient, on est dans un autre registre. Alors comme vous avez évoqué la loi du 4 mars 2002, alors je poserai la question à ce que vous hésitez, parce que je sais que tu as réfléchi à cette affaire. Dans la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé, on reconnaît effectivement à la personne le droit de refuser les soins, y compris quand ça peut avoir des conséquences péjoratives sur le devenir, son existence. Mais il est dit, on doit informer la personne des conséquences de son choix. D'ailleurs, on lui reconnaît encore une autonomie, une faculté de discernement. Alors la vraie question que je me pose, si on est face à une personne qui est atteinte, je ne sais pas, une maladie neurologique dégénérative, bref, qui a des problèmes à la fois de compréhension, d'intégration, d'appropriation d'informations et d'intégration des conséquences de ce que va avoir son geste, son attitude ou sa réaction, qui est quelquefois, encore une fois, est beaucoup plus quelquefois une affirmation qu'un refus. Comment on fait en pratique, c'est la gériatre, comment on intègre, non mais, parce que dans la loi du 4 mars 2002, c'est pour ça que vous demandez nous une évolution de la loi du 4 mars 2002, tout à l'heure vous avez dit, donc effectivement on célèbre, entre guillemets, l'anniversaire. L'espace éthique de la PHP a été amené avec 3 partenaires à faire un rapport sur la loi du 4 mars 2002, dont on a confié l'aspect des technologies d'information, je ne suis pas sur les détails. Et pour nous, la méprise politique, c'est qu'on n'a pas dit on va réformer la loi du 4 mars pour voir si 10 ans plus tard, il n'y a pas des questions qu'on n'a pas abordées. Précisément, la question de la maladie d'Alzheimer, ces questions-là, qui touchent à l'autonomie, ne sont pas du tout honorées. Alors effectivement, il y a d'autres législations, mais dans la loi droit des malades, donc était la première loi sur la santé, c'est-à-dire que sur le soin, parce qu'avant il y avait la loi sur la recherche. Dans cette loi, c'est quand même une injure faite à la cause des personnes malades, atteintes de ce type de maladie, qu'on n'honore pas cette dimension. Alors soyez rassurés, l'EREMA, vous regardez sur le site, a saisi le comité consultatif national d'éthique. Et on a adressé une saisine, puisque c'est la seule instance, nous on n'a aucune légitimité, on peut avoir une légitimité à analyser un certain nombre de dysfonctionnements, à identifier des questions. Et donc on va avoir une saisine du CCNE, on va avoir un avis du CCNE où on a abordé aussi ces questions, entre autres. Mais je voulais, la professionnelle, comment elle a abordé ces questions? Deux réponses. D'abord, d'une part, je pense que la loi du 4 mars 2002, elle illustre parfaitement bien ce qui a été dit en introduction, à savoir la nécessité de changer vraiment l'image, puisque cette loi, elle correspond au fait que quand on a une maladie d'Alzheimer, ça y est, on ne peut plus. C'est-à-dire que toute la graduation qu'on connaît tous, l'évolution extrêmement sur plusieurs années, le degré de décision au minimum, enfin pas au minimum, j'enlève au minimum, oubliez, je n'ai pas dit ça, le degré de participation au choix qui concerne la personne est quelque chose de progressif et d'extrêmement variable d'une personne à l'autre. D'ailleurs, à mon sens, qu'on ait une maladie d'Alzheimer ou pas, mais c'est un autre sujet. La deuxième réponse que je voudrais donner, c'est que la réponse, elle l'a donnée. Moi, je trouve votre présentation absolument remarquable et que, effectivement, face à quelqu'un qui exprime un refus de soins, les seuls outils, tu demandes ce qu'on a, les outils professionnels, les seuls outils, c'est ce qu'elle a très bien expliqué, c'est-à-dire, eh bien, on cherche, on s'assure que c'est un vrai refus. Ou qu'est-ce que ça cache derrière? Et on cherche de façon obsessionnelle, comme vous l'avez fait, sur tous les plans, et surtout, de façon pluridisciplinaire, avec tous les regards possibles. Et toutes les interprétations doivent être mises sur la table, et toutes les hypothèses doivent être explorées. Enfin, moi, je ne sais pas faire autrement, en tout cas. C'est madame qui voulait poser une question. Sur le refus de soins, j'ai travaillé dessus quand j'ai fait mon DU d'éthique. Pardon? Votre brillant DU d'éthique. Merci. Sur la frustration du soignant. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très très dur chez le soignant. Maintenant, l'hôpital, c'est une institution compliquée, codée, où circulent des personnes de toute race, de toute ethnie, donc on a quelque chose de très compliqué. Moi personnellement, je viens d'Algérie. Partir le ventre
ventre plein, c'est quelque chose de très positif pour nous. Vous avez des Africains, ils ont une autre notion par rapport à ça. Moi, c'est très bien quand on me dit il faut l'écouter, il faut le respecter, il n'y a aucun problème, je respecte son choix. Mais simplement, quand tout à l'heure j'entends en plus que le domicile de la personne, c'est une enveloppe protectrice, quand il vient à l'hôpital, le patient, on lui a arraché à 100, puisque quand on arrache une peau, ça saigne. À quel moment, je suis sûre, maintenant parce que vous me remettez le bouton en tête, à quel moment je suis sûre de son choix? À quel moment? Et en plus, quand on est vraiment, je fais partie aussi du clan, donc on est dans la lutte contre la dénutrition, on sait que ce que ça donne et tout ça. Est-ce que vraiment je pourrais appliquer à la lettre? Et moi je dis que non, je ne peux pas, parce que la plupart des patients que je reçois, que je côtoie tous les jours, et je suis aide-soignante, donc je suis au cœur du soin, je suis avec eux et pour eux et avec eux, donc je ne pense pas que dire bon ben il ne veut pas et je respecte son choix, même tous les jours qu'il est là, 1 mois, 2 mois, parce que je le suis, enfin on le suit par la suite en nécessaire parce que je suis en UGA, ce n'est pas si facile que ça. Et en plus de ça, on est ignorant de cette maladie, parce que quand voilà, nous les soignants qui sont les plus proches, on ne connaît pas tout, et on n'a pas toutes les réponses. Moi je suis ravie d'être là, mais on n'a pas toutes les réponses, donc c'est très compliqué. Voilà.